du Premier ministre Jean-Luc Dehaene, puis chef de cabinet du ministre des Finances. Après, en 1999, il a rejoint la Banque de Grove, dont il a été le chief économiste et l'un des administrateurs délégués pendant près de 16 ans. Et depuis 2016, il est le chief économiste d'Orcadia Asset Management, une société de gestion dont il préside le conseil d'administration. Il est également chargé de cours à l'université de Namur, ayant eu des charges d'enseignement à l'ULB et à l'UCL, et il tient une chronique, comme peut-être certains d'entre vous le savent, dans l'Écho, dans la Libre et EH21. Il est l'auteur de nombreux ouvrages économiques et il y a 10 ans déjà, il écrivait un ouvrage modestement intitulé « Confession d'un économiste ordinaire, comprendre la crise financière pour en tirer les leçons ». Donc il a toujours cherché à comprendre le sens des crises. Il a de nombreux mandats qui vont de la présidence de la Société royale d'économie politique à l'Institut Itinéra, ou encore un mandat comme administrateur de l'entreprise sociale Les Petits Riens. Et cela illustre bien la personnalité d'Étienne, qui s'intéresse non seulement à la création de valeur financière, mais aussi à l'investissement responsable, qui inclut des critères ESG de valeur écologique et sociétale. Et avec la crise du corona, ne trouvez-vous pas tous qu'il est encore plus clair que les investisseurs veulent accorder plus d'importance à ces valeurs humaines et à la durabilité? C'est notamment ce que propose Orcadia Asset Management. Allez sur leur site et déjà la photo du phare breton vous fera rêver d'un monde qui poursuit un autre cap. C'est ce dont va nous parler Étienne, à qui je cède tout de suite la parole en le remerciant de tout cœur. Étienne, à toi. Merci Sophie. Voilà qui est charmant. Ce n'est pas tout à fait une surprise venant de toi, mais quand même, donc c'est flatteur. Merci. Merci pour cette introduction. Merci à toi et à Valérie d'organiser cela, parce que c'est évidemment un plaisir de partager des éléments d'analyse et de se soumettre ensuite au feu des questions. Et donc, oui, les crises, elles sont pénibles. Il y a le mot de Monnet qui dit presque vive les crises, parce que c'est comme ça qu'on se change. Il n'a pas dit vraiment vivre les crises, et heureusement, parce qu'une crise, c'est de la souffrance, et on le voit aujourd'hui, c'est de la maladie, c'est des décès, c'est du stress, c'est des inquiétudes économiques même aussi, bien entendu. Et donc, voilà, ne gaspillons pas cette crise, que cette souffrance ait un tout petit peu de sens, éventuellement, en devenant meilleur ou en ayant un autre regard sur le monde qui nous entoure. Je me suis permis de préparer une petite présentation que je vous propose d'aborder maintenant, que je mets en plein écran et qui, hop, si le plein écran veut bien se mettre, le voilà, que très peu modestement j'ai intitulé Le monde économique d'après. Vous connaissez l'expression le monde d'après, beaucoup en parlent, dans certains cénacles politiques, dans des lieux savants. Je n'ai aucune prétention à vous dire exactement ce que sera le monde d'après, ni même sous son seul angle économique. C'est une question beaucoup trop vaste, c'est une question beaucoup trop récente. Seuls les historiens pourront nous dire quel aura été le monde d'après, s'il y a réellement un monde d'après, en ce qu'il serait différent du monde d'aujourd'hui. Je passerai l'essentiel de notre présentation, qui sera relativement synthétique, sur le troisième thème que vous voyez sous les yeux, perspective moyen terme, mais il me semblait néanmoins important de tirer votre attention sur quelques éléments de contexte, une mise en garde et quelques éléments conjoncturels très brefs. S'agissant de la mise en garde, je l'ai évoqué, nous savons que nous ne savons pas, nous savons que nous avons une certaine propension à sous-estimer le danger. Beaucoup, cependant, espéraient toujours que l'épidémie allait s'arrêter et qu'ils seraient épargnés avec leur famille. En conséquence, ils ne se sentaient encore obligés à rien. C'est une des nombreuses citations que l'on a pu tirer de la peste de Camus. On a retrouvé en tête des ventes de livres à distance dans ce contexte de confinement.
Emmanuel Macron qui, dans sa première allocution, avait dit « lisez ». Ben voilà, espérons que les gens aient repris le chemin de la lecture. Ça aurait été mieux s'ils ne l'avaient pas perdu. Mais nous savons que nous ne savons pas. Les inconnus sont nombreux. Elles sont inconnues dans le domaine médical et sanitaire pour lesquels, évidemment, je n'ai vraiment aucune compétence, qu'il s'agisse des mutations du virus, du développement d'une immunité collective, de saisonnalité, tout cela. Nous savons que nous ne savons pas vraiment encore. La réaction sanitaire, nous savons combien le confinement a pu être lié à la crainte d'un débordement de nos hôpitaux. Nous nous concentrerons sur les réactions de type macroéconomique, elles-mêmes tributaires des réactions, et je suis sur la partie droite de ce visuel, des réactions microéconomiques. Donc, nous ne savons pas encore grand-chose. Les personnes qui se sont retrouvées avec une épargne forcée, je ne parle pas des gens qui, du fait du chômage économique, se retrouvent avec un pouvoir d'achat amputé. Il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent aujourd'hui avec un pouvoir d'achat qui n'a pas pu être utilisé vu la fermeture des magasins et aujourd'hui la réticence que bon nombre ont à fréquenter ces mêmes magasins. Est-ce que nous allons acheter ce que nous n'avons pas acheté hier? Allons-nous l'acheter demain? Oui, non. Allons-nous garder une épargne de précaution conséquente? Oui, non. Nous ne le savons pas encore. Ces interrogations, elles ne sont pas de moi, elles sont d'un professeur spécialisé dans des questions de réflexion économique, Olivier Sibony à HEC Paris. Mais voilà, ça illustre beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a d'autres phrases qui nous l'indiquent. Hein. Attends-toi à l'inattendu, comme on a pu le lire récemment chez Edgar Morin, mais un petit peu plus avant, chez Aristote, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Donc il nous faut réfléchir, il nous faut douter, il nous faut être prudent dans les affirmations. Nous savons qu'il faut agir en même temps. Et c'est ça qui est le paradoxe. Nous ne savons pas grand-chose et en même temps, on ne peut pas se contenter d'attendre, on ne peut pas se contenter d'espérer. Hope is not a strategy, nous dit Larry Summers, un excellent économiste. Et donc, il nous faut procéder à cette analyse, même si à bien des égards, elle semblera directement inspirée par des propos du Café du Commerce. Donc, soyons prudents. Impact conjoncturel, voilà de manière visuelle l'interrogation qui est la nôtre, une certaine croissance économique et puis un creux, c'est la partie gauche de mon graphique, et puis après cela, qu'aurons-nous? Aurons-nous un scénario dit en V, avec un rebond relativement rapide, et puis on retrouve le sentier de croissance qui était le nôtre? C'est une sorte d'accident, et puis on retrouve notre tendance. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, on la qualifiera alors le plus souvent de scénario en U, où le rebond est plus lent, mais où finalement on reprend le sentier antérieur. Un troisième scénario, dit en L, eh bien, on récupère le rythme de croissance qui était le nôtre antérieurement, mais on ne récupère pas vraiment le coût de la crise. Et puis, vous pouvez combiner, vous pouvez parler, certains ont évoqué un W, on a pu évoquer un I, c'est notamment un économiste, Nouriel Roubini, qui a dit non, oubliez le V, oubliez le U, oubliez le L, pensez à un I, c'est-à-dire ça chute et puis ça ne remonte plus. D'autres ont parlé d'une racine carrée, ça chute, ça remonte et puis ça plafonne. L'imagination est au pouvoir. On ne va pas passer du temps là-dessus, juste une série de chiffres. Ils sont relativement récents, ils nous viennent de la Commission européenne et on nous annonce une croissance économique mondiale de moins 3% cette année-ci, de plus 5,8% en 2021. Et ça veut dire en cumulé, aux arrondis près, eh bien, on va faire donc 2020-2021, ça va faire plus 3. Alors que nous aurions dû faire plus 3 en 2020 et plus 3 en 2021, donc nous aurions dû faire plus 6. Ça veut donc dire qu'en cumulé sur 2000-2021, nous aurions quand même une perte d'activité de l'ordre de 3 points de PIB, c'est beaucoup. Et s'agissant de la zone euro, vous le voyez là, la Commission européenne nous met à moins 7,7, puis plus 6,3. Pour faire simple, ça fait moins 1,5, alors que normalement, on croit en Europe de l'ordre de 1,5% par an. Donc, sur 2 années, on aurait dû faire du 3. Au lieu de faire 3 en cumulé, on ferait moins 1,5. Ça fait un écart de 4,5. C'est tout à fait conséquent. Et donc, l'impact, il est sans.
il ne se marque pas de manière dramatique à tous égards. Par exemple, en matière de chômage, il est attendu en remonter à 9,6% avant de rebaisser à 8,6%, ce qui est un pourcentage qui ne se compare pas trop mal par rapport à la situation qui était la nôtre il y a quelques années. Donc, sur le plan macroéconomique, c'est un choc par rapport à ce que nous aurions pu connaître, mais par rapport à ce que notre situation, on va dire, en 2015 ou en 2016, ce n'est pas si différent, que ce soit en termes de richesse par habitant ou de taux de chômage. Voilà pour le deuxième point, ce contexte de court terme, la conjoncture. Et abordons enfin maintenant cette question qui était celle du thème retenu pour ce midi. Quelles sont les perspectives de moyen terme, une autre manière de se fixer ce que pourrait être le monde d'après-demain? Il y aura une certaine modification du paysage économique. Il y aura des ajustements dans nos comportements qui auront vraisemblablement des effets, si pas permanents, mais néanmoins durables. On peut par exemple se demander si même en 2023, nos aînés auront envie de retourner dans des bateaux de croisière. Peut-être que oui, mais peut-être que non. On peut penser que nous aurons pris certaines habitudes, que ceux qui n'avaient jamais pratiqué l'achat en ligne s'y sont mis et y ont trouvé une certaine facilité et garderont ce pli qu'ils auront pris. Parlant de plis qui auraient été pris, on peut certainement évoquer la dimension de télétravail. On peut penser que ceux qui auront télétravaillé auront pris un certain plaisir à éviter des embouteillages et que donc cette organisation de la vie professionnelle continuera d'être marquée après-demain par ce que nous avons vécu du fait de la crise du coronavirus. Au-delà, on peut se demander si nos entreprises ne vont pas changer un certain nombre de comportements. Et je veux dire par là, nous avons eu une crise qui s'est notamment focalisée sur ces questions des masques et des gels qui manquaient. Et derrière cela, la question que je souhaite soulever, c'est celle de la constitution de stocks. On avait raillé Mme Bachelot en France parce qu'elle avait été trop prévenante. Je pense qu'on se gardera après-demain de railler ceux qui auront été prudents en termes de constitution de stock, que ce soit de masques de gel ou d'autres choses. Et donc, au-delà de cette dimension anecdotique, je pense que demain, et sans parler de certains produits que les ménages ont pu accumuler avec peu de fierté dans leur cave en vue de je ne sais quelle pénurie, mais pensons aux entreprises. Les entreprises vont vraisemblablement passer de ce qu'on appelait une logique de just-in-time, c'est-à-dire de compression maximale des stocks, à une logique dite de just in case, au cas où. Et l'expression n'est pas de moi, mais je trouve qu'elle est excellente. Du just in time au just in case, les entreprises vont vraisemblablement se soucier de possibles ruptures dans l'approvisionnement auprès de leurs fournisseurs et constituer des stocks. Et les entreprises vont peut-être se soucier de diversifier leur lieu d'approvisionnement. Et cela ne sera pas sans conséquence sur une certaine forme de rentabilité. On sait que la compression des stocks, que le just in time, eh bien oui, c'est une manière de maximiser les profits, comme concentrer la production dans un seul lieu est souvent source d'économie d'échelle. Oui, d'économie d'échelle, mais de perte de résilience, pour employer un terme fréquemment entendu ces dernières années. Et de même, les entreprises qui hier, on va dire, je vais l'exprimer autrement, qui avant-hier étaient actives dans un certain nombre de secteurs, souvent ont eu à rencontrer des observations d'analyse financiers, de conseillers, de consultants stratégiques, de dire mais non, vous feriez mieux de vous concentrer ce dans quoi vous êtes vraiment excellent et vendez telle ou telle activité où vous n'êtes pas les meilleurs à ceux qui sont vraiment bons, concentrez-vous. Et on a eu donc pas mal d'entreprises qui avaient dans le temps des portefeuilles d'activités diversifiées se retrouver concentrées sur un certain segment. Eh bien, peut-être que demain ou après-demain, nous aurons des entreprises pour lesquelles l'incitation à diversifier les domaines d'activité, les marchés sera une préoccupation plus importante. Donc voilà des modifications. Au-delà de cela, de quoi l'avenir pourrait-il être fait? Une tendance qui pourrait être évoquée n'est certainement pas celle de la
technologisation, ou je ne sais pas comment le dire. Là, au contraire, avec le coronavirus, la technologie, si elle en avait encore besoin, a reçu un coup de boost additionnel. Non, c'est une autre lourde tendance. À côté de cette tendance vers la technologie, c'est la tendance de la mondialisation qui aurait pu être mise en doute par le corona. Mais en fait, sachez-le, elle était déjà mise en question. Ce graphique nous vient d'un think tank américain, le Peterson Institute, qui nous montre bien que la part du commerce international dans l'activité mondiale, figurez-vous, était déjà en train de plafonner, voire de décroître. Donc, il y avait déjà une certaine décrue du commerce international. Il y a différents éléments explicatifs. Je ne vais pas entrer dans le détail de la chose. C'est pour partie l'augmentation des coûts salariaux dans des pays qui étaient hier à bas salaire. C'est des développements technologiques qui permettent de produire chez nous à des conditions plus ou moins compétitives. Ce sont des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Ce sont des préoccupations de type transfert de propriété intellectuelle. Il y a toute une série d'éléments de ce type-là. En fait, ce que nous aurions ici avancé comme scénario, c'est un scénario où cette décrue du commerce international va se poursuivre du fait du coronavirus et des changements de comportement, mais ne pas être brutalement altérée. Je veux dire par là, il ne faut pas penser que nous allons assister à une fermeture des frontières. C'est tout simplement inconcevable, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des consommateurs. Si nous devions fournir que des cadeaux, offrir que des cadeaux en provenance de chez nous sous le sapin, il y en aurait certainement, mais ils seraient vraisemblablement moins nombreux, moins colorés que ce que l'on peut mettre en provenance de Chine ou d'ailleurs. Et donc, il y aura, je pense, une envie de continuer à faire venir de loin des biens relativement bon marché. Je crois qu'il y aura là une lame de fond que nous ne contiendrons pas, si nous le souhaitions, et je ne m'exprime même pas ici à titre personnel. Donc je pense qu'il n'y a pas à avoir un scénario de déglobalisation massive. Une tendance, oui, on entend les consommateurs dire qu'ils ont découvert ou redécouvert l'alimentation en circuit court, ils ont une sensibilité à favoriser le commerce de proximité. Je pense que ceci aura des effets, mais des effets qui seront relativement modérés. Une question fondamentale pour l'économie, mais aussi pour la gestion patrimoniale, figurez-vous, parce qu'il s'agit d'une considération importante pour cette dernière, c'est allons-nous vers plus d'inflation ou allons-nous vers de la déflation? Et c'est tout à fait important parce que de cela dépend l'évolution des taux d'intérêt et des taux d'intérêt dépendent beaucoup de choses, aussi bien l'investissement des entreprises que la bonne ou la mauvaise tenue de vos placements sur les marchés financiers. Allons-nous vers de la déflation? La crise économique que nous connaissons est certainement d'une nature désinflationniste. C'est un choc de demande, comme disent les économistes. Cela induit donc un moindre pouvoir d'achat, une capacité à dépenser moindre et donc des prix qui, toutes choses étant égales par ailleurs, doivent baisser. Et puis, il y a aussi que dans ce contexte où le chômage va remonter, les salaires vont s'inscrire en pression à la baisse, le prix des matières premières a chuté, nous l'avons. Mais je vous invite à être prudent avant de tabler de manière trop forte sur un tel scénario de déflation. Non, ayez à l'esprit qu'une certaine résurgence d'inflation reste possible. C'est d'une part la vieille théorie économique qui veut que quand les banques centrales, et je vais y arriver à leur comportement, imprime beaucoup de billets, eh bien que ça finit par générer de l'inflation. C'est la vieille théorie de Milton Friedman qui n'a pas été validée ces dernières années, qui vraisemblablement ne le sera pas dans les mois et les trimestres à venir, mais gardons quand même à l'esprit cette possibilité. Et à côté de cela, il faut voir que la crise du coronavirus va avoir d'autres incidences de moyen terme qui pourraient nourrir une certaine inflation. Pensons par exemple à cette expression que j'utilisais de just in case à la place de just in time. Ce sont des coûts additionnels pour les entreprises de maintenir des stocks. Eh bien, ces coûts, il y a de bonnes chances que cela se répercute dans nos prix de vente.
D'autres illustrations nous viendront à l'esprit, c'est notamment celle de ces voyages en avion. S'il nous faut laisser le siège à côté de nous vide dans l'avion, eh bien, ça voudra dire moins de passagers par avion et donc des billets qui coûteront plus cher. On peut penser que si nous avons des barrières au commerce, si nous préférons fabriquer nous-mêmes nos masques plutôt que de les faire venir de Chine, on peut penser que si nous les faisions venir de Chine, c'est parce que c'était plus intéressant de les faire venir de Chine que de les fabriquer chez nous. Donc, les faire fabriquer chez nous, ben, ce sera plus onéreux, ça coûtera plus cher, ça induira un alourdissement des prix. Hein. Donc, on peut penser aussi à d'autres types d'évolutions avec des règles concurrentielles qui seront relâchées. On a vu la Commission européenne être assez laxiste en la matière, immédiatement permettre des aides d'État. Nous aurons aussi des faillites, et qui dit faillite, ben, dit moins de concurrence. Nous aurons, et j'aurai l'occasion d'y revenir là aussi sur ce qui nous attend en matière de finances publiques, on pourrait imaginer que certains impôts augmentent et que cette augmentation de la fiscalité porte sur des biens et des services dont les prix sont dans l'indice des prix à la consommation et donc que l'inflation augmente. Si demain il y a une taxe carbone, si demain nous taxons le commerce en ligne de telle sorte que ces Amazon et autres sociétés payent un petit peu plus, bien, ne nous l'aurons pas. Ça se répercutera dans les prix de vente, donc dans l'inflation. Donc, nous avons ce type de considération qui nous amène à ce qui est vraiment, quand je discute avec des gens, peut-être la question qui revient le plus fréquemment, c'est oui, mais. On entend, et on a vu encore les Allemands et les Français se mettre d'accord, et c'est une excellente chose pour un plan de relance à 500 milliards. On entend encore ce matin le PS dire il faut être ambitieux, il faut y aller pour un plan à 30 à 50 milliards. On a l'impression qu'on dépense à tout va. Et M. Trump aux États-Unis n'est pas en reste, hein, avec un programme à 2 milliards, à 2000 milliards, et puis une annonce de peut-être un nouveau plan à 3000 milliards. Et on a l'impression, oui, mais qui va payer pour cela, hein? D'abord, il y a une première manière de répondre qui est de dire ben, si l'économie se retrouve amputée, c'est nous tous collectivement qui connaissons un appauvrissement. Hein. C'est une première manière d'aborder les choses. Oui, mais qu'en est-il en matière de finances publiques ici, avant de répondre, un petit élément peut-être pour calmer les craintes les plus fortes. C'est en fait un choc majeur que nous subissons en termes de finances publiques, mais ce n'est qu'un choc qui, à ce stade-ci, devrait rester transitoire. Et dans ce cas-là, je rejoins l'analyse d'André de Coster, qui est un professeur de la KU Leuven, qui nous disait, n'oublions quand même pas qu'un choc transitoire, c'est léger par rapport à des facteurs structurels. Même si nous avons une augmentation de notre dette de, on va dire, 10 ou 15 points de PIB, c'est énorme, bien entendu. Bien entendu. Mais si nous finançons cette dette à un taux d'intérêt de 0%, les charges d'intérêt ne vont pas beaucoup augmenter. Donc, nous allons rester avec ce stock de 15%. Et il fait le parallèle, la comparaison entre ces 15% et ce que coûte ou rapporte une non-réforme ou une réforme, par exemple, des pensions. Si nous réformons l'âge de la retraite, et il est prévu que nous partions désormais à la retraite à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030, l'incidence de cette réforme sur les finances publiques dans la durée est bien plus importante. Si réformer les pensions induit une économie de 2 points de PIB, c'est 2 points de PIB en 2030, en 2031, en 32, en 37, en 43 et en 54. Et donc, en cumulant année après année 2%, on a vite fait de rattraper les 15%. Alors, ce n'est pas pour dire que le choc de 15% que nous allons peut-être connaître n'est pas majeur, mais il n'est pas non plus dramatique. Donc, première dimension. Oui, mais quand même, oui, c'est quand même un fameux coût. Oui, c'est un coût. Est-ce que ça veut dire que mes impôts vont monter? Est-ce que ça veut dire que ma pension va être rabotée? Est-ce que ça veut dire que demain, on va supprimer la gratuité de l'enseignement? Que sais-je encore? Je pense que nous aurons un petit mix d'impôts qui seront augmentés, de dépenses autres que les dépenses de santé, qui auront tendance à être comprimées. Mais je crois que nous irons surtout pour un scénario dit de répression financière, parce que l'autre possibilité qui est encore envisageable, à savoir une annulation de dette, est politiquement particulièrement délicate. On va donc aborder ici ces questions de dette et de financement de la dette.
Que voyons? Eh bien, en fait, la situation de l'Europe est une situation un petit peu particulière. On aurait pu se dire, en fait, il suffit que l'État aille chercher de l'argent à la Banque centrale et la Banque centrale lui fait un crédit. Et même si l'État paye cher sur ce crédit, ce n'est pas vraiment un souci parce que qui est actionnaire le plus souvent de la Banque centrale? Ce sont les États. Alors, en Belgique, c'est un petit peu différent parce que la Banque nationale est pour moitié avec un actionnariat privé qui a droit à une partie des bénéfices, mais en laissant cette, entre guillemets, anomalie de côté, le plus souvent, les intérêts que l'État paye à la Banque centrale, eh bien, ce sont des profits versés par la Banque centrale à l'État. En néerlandais, on dirait donc Vestzak-Broekzak, c'est une opération neutre. Donc le taux d'intérêt, finalement, aussi longtemps qu'on peut aller se financer à la Banque centrale, pourquoi s'en priver? En Europe, c'est différent. Imaginons que ce soit l'Italie qui a un très gros choc budgétaire, une grosse crise, il faut beaucoup dépenser. Ah bah donc l'Italie ira chercher beaucoup d'argent à la Banque centrale européenne. Oui. Si elle paye un taux d'intérêt élevé là-dessus, c'est la Banque centrale qui va faire de grands profits. Et donc la Banque centrale va ristourner ses profits à ses actionnaires. Mais ces actionnaires qui sont, c'est l'Italie pour partie, mais ce n'est pas que l'Italie, c'est aussi l'Allemagne. Et donc ça veut dire qu'une partie des taux d'intérêt payés, des charges d'intérêt payées par l'Italie aboutira dans les poches allemandes. Et donc là, on n'a pas cet effet Vestzak-Broekzak, cet effet de retour. Donc en Europe, se dire oh ben, on va se financer à un taux d'intérêt quel qu'il soit, s'il pourrait être élevé de la Banque centrale, n'est pas envisageable. Donc, il nous faut en Europe une solution avec un taux d'intérêt à 0%. À ce moment-là, l'Italie se finance bon marché. Bien sûr, alors la Banque centrale européenne ne fait pas de gros profits et ne redistribue pas de gros dividendes, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que l'Italie n'est pas à payer en charge d'intérêt plus que ce qu'elle ne reçoit en dividendes. Donc, avec un taux d'intérêt nul ou quasi nul, on y est. Donc, voilà pourquoi on peut penser que les taux d'intérêt seront très bas pendant très longtemps et très certainement que c'est ce qui a largement aidé les marchés boursiers depuis la fin mars, c'est de se dire que nous allons vivre dans un environnement de taux faibles, mais très faibles et pendant très longtemps, de telle sorte que finalement, vous ne gagneriez rien à investir en obligations, rien à laisser votre argent sur un livret d'épargne. Et donc, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, volens nolens, que nous serons poussés à aller vers des placements plus à risque en actions, et cela a donc soutenu les bourses. Certains vont même plus loin, je veux dire plus bas qu'un taux d'intérêt à 3%. C'est un autre bon économiste, Kenneth Rogoff, qui a évoqué l'idée de taux d'intérêt à moins 3%. Alors, bien sûr, les ménages y échapperaient parce que les ménages ont la possibilité, si on leur demande de payer 3% sur leur compte à vue, d'aller tirer leur argent, de demander des beaux billets et de mettre des billets en dessous de leur matelas. Mais une banque, un assureur, un fonds de pension, une entreprise ne va pas demander à son comptable de mettre des beaux billets sous un matelas. Donc, l'essentiel de l'argent liquide pourrait être assujetti à un taux d'intérêt très négatif. Est-ce qu'on va aller là? C'est une hypothèse d'un économiste aujourd'hui. Je pense qu'il est plus sage de se tabler sur l'idée que nous allions vers des taux d'intérêt faibles, très faibles, de l'ordre de 0% pendant très longtemps. Qu'est-ce que ça signifie en termes de finances publiques? Donc, ça signifie que l'État, prenons l'État belge, qui se retrouve avec une dette augmentée de 15%, on ne doit pas, on paye 0% sur ces nouvelles dettes. Donc, en fait, en termes de déficit en 2021, 2022, 2023, nous n'aurons pas à payer plus du fait de cette dette que nous aurons dû encourir en 2020. Ça semble être le scénario vers lequel nous nous dirigeons et qui est un scénario qui, politiquement, dans des pays où on sait que l'opinion publique est sensible à ne pas donner une idée de trop grand laxisme, que ce soit aux Pays-Bas ou en Allemagne, on va s'en accommoder. L'alternative aurait été, c'est mon point D sur ce visuel 18, ça aurait été une annulation de dette publique. Ça aurait été d'une certaine manière encore plus franc. Vous savez, prêter à très très long terme avec un taux d'intérêt à 0%, en poussant le bouchon un peu plus loin et en ayant ce qu'on appelle dans notre jargon une obligation perpétuelle à 0%, la valeur de marché d'une obligation perpétuelle à 0%, c'est 0 €. Avoir le droit ad vitam de recevoir 0, ce n'est pas quelque chose, un droit que vous pourrez revendre très très cher. Ça ne vaut rien. Donc, puisque cette créance à 0%, ça ne vaut pas grand-chose, autant aller encore plus loin et dire on va annuler. Et on pourrait imaginer une opération de consolidation de la dette publique. Dans le passé, nous en avons connu, on en a connu même après la Seconde Guerre mondiale, on en a même connu qui ont bénéficié à l'Allemagne,
La dernière fois, c'était en 1953, avec d'ailleurs une stigmatisation de l'opération en Grèce, mais le temps manque pour en parler. Il y aurait de bons arguments en faveur de cette annulation de la dette. Je vous propose de ne pas trop insister là-dessus, de peur d'abuser de votre temps, mais c'est une possibilité. En attendant, ce qui est plus urgent pour les autorités européennes, c'est de répondre à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui a dit, mais en fait, à la Banque centrale européenne, vous faites des choses qui sont dommageables. En ayant un taux d'intérêt à 0%, vous contribuez à ce qu'on a appelé avec Keynes l'euthanasie des rentiers, l'euthanasie des épargnants prudents. Aujourd'hui, vous avez un rendement après inflation sur votre livret d'épargne qui est négatif, donc vous vous appauvrissez, l'euthanasie de l'épargnant prudent. Et deuxième critique forte émise à Karlsruhe, c'est de dire, mais en fait, avec des taux d'intérêt très faibles, même une entreprise qui va quinquer ne va pas faire la culbute. S'il y avait des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, ces entreprises allant quinquer feraient la culbute, disparaîtraient et leur disparition est souhaitable. On retrouve le cynisme, si vous voulez, des économistes qui parlent de destruction créatrice et qui disent qu'il faut aller vers l'élimination des entreprises les moins bonnes parce qu'elles accaparent des ressources qu'elles utilisent mal. Il vaut mieux qu'elles disparaissent et qu'il y ait plus de parts de marché qui puissent être accaparées par les entreprises plus productives, plus efficaces. Ce sont les deux arguments mis en avant par la Cour de Karlsruhe. Il y aurait été un troisième, c'est que les taux d'intérêt extrêmement faibles, ça peut nourrir des bulles financières, et notamment dans le secteur immobilier ou dans le secteur boursier. Je pense qu'il sera relativement facile à la Banque centrale européenne de souffler à l'oreille de la Bundesbank comment celle-ci devra répondre à la Cour de Karlsruhe. Et je parle de ce truchement parce qu'aujourd'hui, il apparaît difficile à la Banque centrale européenne de se considérer comme étant redevable de s'expliquer auprès d'une instance nationale. C'est en filigrane le débat sur la supériorité de la norme européenne. Je ne suis pas juriste, mais derrière cela, il y a un vrai débat. C'est cette affirmation de la supériorité de la règle européenne. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ça figure dans une annexe du traité de Lisbonne. Ça n'a pas tout à fait la puissance juridique que l'on aurait pu souhaiter. Allons-nous aller vers un changement des traités? Ce serait la solution la plus propre, mais dans le contexte actuel, c'est quelque chose qu'il est difficile d'envisager. En fait, moi, je suis ici avec un scénario qui est celui du grand pragmatisme. Ce que nous ferons, c'est ce que nous avons fait déjà depuis longtemps, c'est to kick the can down the road, hein, c'est gagner du temps, de la procrastination, comme l'on dit quand on veut faire chic, ou bien simplement s'inspirer du Japon. Vous savez, au Japon, on nous parle souvent du drame, du spectre de la japonisation de nos économies. Le PIB par habitant en âge de travailler au Japon a davantage progressé ces 15 dernières années qu'aux États-Unis. Oui, donc le PIB par habitant, personne en âge de travailler. Donc au Japon, on ne vit pas si mal que cela. Et on ne vit pas si mal alors qu'on a une dette publique colossale, qu'on a un vieillissement démographique et une inflation totalement absente. Oui, mais au Japon, nous avons un engagement de la Banque centrale de permettre à l'État de se financer à long terme à 0%. Donc, à partir du moment où vous pouvez vous financer à 0%, vous pouvez vous permettre à peu près n'importe quelle dette. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que non seulement les Japonais croient à la Banque du Japon, mais les non-Japonais croient à la Banque du Japon aussi, et que vous avez des assureurs américains ou allemands qui sont prêts à prêter à l'État japonais pour un taux d'intérêt de 0%. Et donc, je pense que c'est cela qui est le scénario le plus vraisemblable. Oui, une japonisation, mais pas avec la dimension dramatique que beaucoup attachent à ce terme de japonisation comme on le connaît. L'Europe au milieu du gué, ce sera une des dernières questions à aborder dans ma présentation avant de prendre les questions. Est-ce que nous nous retrouvons avec une Europe affaiblie ou une Europe qui va finalement en fait être renforcée? Très franchement, l'image initiale donnée par l'Europe dans les crises actuelles était pitoyable.
mais il n'y a pas de mot assez sévère. Je trouve que c'était affligeant de voir des pays dire qu'une partie de leur matériel sanitaire ne pouvait pas être exportée. Si on est européen, eh bien, une vie allemande, ça vaut une vie française ou une vie italienne. Et donc, mettre un embargo sur l'exportation, par exemple, de masques, c'est vraiment donner une image affligeante, je le disais, triste de l'Europe. Il y a eu d'autres images, heureusement, plus heureuses, des transferts transnationaux de malades, du Grand Est français vers l'Allemagne. Mais voilà, on a une détention européenne, une détention aussi de type géographique. L'Italie cumule les problèmes, elle était déjà en difficulté, et ce n'est pas la faute de Salvini. Sympathie pour M. Salvini, mais il y a une panne structurelle de croissance en Italie depuis 20 ans. On a une dette publique élevée, un secteur bancaire qui reste fragilisé, et on se tape en Italie aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, une crise sanitaire extrêmement aiguë, et on est très dépendant du tourisme qui va souffrir. Donc, on a des difficultés, et tout ça sans problème dit d'aléa moral. Dans notre jargon, on ne peut pas dire que c'est encore une fois la faute de l'Italie parce qu'ils votent mal ou parce qu'ils aiment trop le soleil ou la corruption. Évidemment pas de ce ressort-ci que l'on va retrouver le coronavirus. Donc une Europe affaiblie, oui, mais une Europe en même temps qui a montré une capacité à agir et qui, à mes yeux, saura survivre. On a des développements de nouveaux instruments européens. La présentation a été préparée avant la déclaration franco-allemande d'hier. Je me permettais d'évoquer le regain de popularité de Mme Merkel qui pourrait l'utiliser comme agenda pro-européen. Oui, c'est amusant. Hein. La crise, en général, dans la plupart des pays, il y a une forme de réflexe de s'unir derrière le gouvernement et le leader. Et donc, on a plutôt, en général, des pays où les gouvernements gagnent en popularité dans une crise. Il y a des petites exceptions, et c'est notamment le cas de la France. Mais ça n'a pas empêché donc M. Macron et Mme Merkel de pouvoir progresser avec cet agenda. C'est certainement un plus spectaculaire. Alors, on en arrive à ce qui va vraiment faire l'objet de notre débat, je suppose. C'est ce monde d'après. Pour moi, la crise, elle laissera des traces dans la confiance interpersonnelle, dans la confiance par rapport au pouvoir public éventuellement. Il y aura des faits, une hausse de l'endettement public, un gonflement des bilans des banques centrales, des comportements qui vont être altérés en entreprise. Il y aura ces éléments-là. Mais en même temps, sachons voir que l'image de la guerre était tout à fait inappropriée. Nous ne sommes pas en guerre dans ce sens que d'une guerre, on se relève avec des morts, avec des blessés, avec des invalides et accessoirement avec des usines détruites, avec des routes détruites, avec des ponts détruits. Nous n'avons rien de tout ça. Donc la capacité de rebondir aujourd'hui avec une force de travail intacte, si la confiance est là, pour que les gens osent reprendre des transports en commun et côtoyer de nouveau leurs collègues, eh bien, nous avons une force de travail intacte. Et nous avons un potentiel productif intact. Nos machines, nos usines, nos infrastructures de transport n'ont évidemment pas été altérées de manière durable par ce choc. Il y a des opportunités, il y aura de nouveaux marchés, il y aura des gains d'efficacité. Si nous télétravaillons plus, eh bien, ce n'est pas pour être plus paresseux, c'est pour perdre moins de temps dans les navettes. Il y a un certain aggiornamento du discours politique, hein, le fait de laisser tomber le tabou du dogmatisme budgétaire en Allemagne est peut-être un grand acquis. Et puis, sachons voir, je vous parle ici comme parle un économiste très classique en termes de croissance, mais à côté de ça, il y a aussi la question de la volatilité de la croissance et de la qualité de la croissance. Chacun jugera en fonction de ses préférences personnelles et ce n'est pas à l'économiste de se prononcer, mais peut-être que demain, nous n'aurons plus ces paquebots de croisière dans la lagune de Venise et tout le monde ne sera pas forcément triste de la chose. Peut-être que demain, nous irons davantage faire nos courses ailleurs que dans des shopping malls ou des shopping centers. Peut-être certains ajouteront-ils que nous verrons moins de personnes âgées dans des maisons de repos et que ce sera bien. Certains diront que non, il faut pas montrer du doigt la qualité de vie pour la personne âgée en maison de repos. Ce n'est pas à moi à me prononcer, mais interrogeons-nous sur ce que nous aurons comme croissance et qualité de vie demain. La fin du capitalisme, c'est une question qui a été débattue. Je n'y crois pas un certain interventionnisme accru de l'État, oui, mais à la marge, il n'est pas du tout question de nationaliser des pans entiers d'économie. Nous ne sommes pas comme en France en 1945-46, donc nous sommes dans un contexte
bien différent. Personne ne parle de nationaliser, que ce soit les banques ou le secteur automobile. Dernier point, puisque il se fait que je travaille dans le secteur financier, certains parfois ont tendance à vouloir aussi porter la discussion là-dessus, et j'y suis bien entendu ouvert. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant que je me permets de vous soumettre ici. C'est en fait, vous avez en bleu la chute de la bourse américaine et depuis la fin mars, la remontée, ce n'est pas la forte progression d'ailleurs, c'est un graphique arrêté au 14 mai, et vous avez en brun l'évolution des attentes de bénéfices des sociétés américaines qui n'ont cessé d'être revues à la baisse, et on s'attend aujourd'hui à une baisse de 26% par rapport aux attentes avant l'entrée dans le coronavirus. Donc, il y a aujourd'hui des marchés financiers qui se sont ajustés à la baisse, mais pas comme on aurait pu s'y attendre. Ça veut dire qu'ils tablent sur un certain rebond d'activité économique et sur un soutien des pouvoirs publics dans la durée, en particulier au travers d'un taux zéro. Et puisque Sophie évoquait la dimension responsable, les secteurs financiers n'ont pas toujours été sous un jour agréable, mais sachons voir que déjà en 2018 et encore en 2019, mais on le voit aussi dans cette crise-ci, l'investissement dit responsable fait sensiblement moins mal que l'investissement classique. Il y a des indices boursiers qui s'appellent les indices MSCI, peu importe. Eh bien, aux États-Unis, en year to date, donc depuis le 1er janvier, on est à moins 4,8. Ça ne tient pas compte de la performance des marchés hier, à moins 4,8%. Eh bien, si on ne prend que le sous-ensemble des entreprises qui se préoccupent un peu plus de l'environnement, des droits sociaux et de la gouvernance, on n'est pas à moins 4,8, mais à plus 0,2. Et en Europe, au lieu d'être à moins 21, on n'est qu'à moins 12. 9 points d'écart. Donc, on voit une différence spectaculaire. C'est moins marqué au Japon, ce n'est pas présent dans les pays émergents. Donc, ce n'est pas une règle universelle et tous les jours, en investissant de manière responsable, tous les jours, vous allez battre la bourse dite classique, mais dans la durée, c'est bel et bien le message. Il y a des risques. Il y a des pouvoirs publics qui risquent de se retrouver tétanisés. Il y a des tensions sociales qu'il faut avoir à l'œil, des tensions par rapport à ceux qui se sont retrouvés au chômage du fait de cette crise, des gens souvent peu qualifiés. Il faut se préoccuper de la cohésion sociale aussi en termes intergénérationnels. On a ce discours à la Comte-Sponville sur est-ce qu'au lieu de se gargariser qu'on ait de très bons hôpitaux, ne devrions-nous d'abord ambitionner d'avoir les meilleures écoles? C'est une question qui mérite d'être posée. De manière plus provocatrice encore, et ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne à titre personnel, ni pour ses idées, ni pour ses écrits, mais Michel Houellebecq qui nous dit « Nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, ce sera le même en un peu pire ». L'écrivain peut se permettre des libertés par rapport au langage que le bête économiste que je suis n'aurait jamais pu se permettre. Un peu pire, c'est pas très élégant, mais il se le permet. Je pense que c'est effectivement ce que nous pourrions avoir si, c'est un point qui est juste qui précède, nous devions dans ce contexte décider de reporter la transition environnementale, ce qui est évidemment la dernière chose à faire, mais le temps manque pour en parler. Peut-être y reviendrons-nous dans le questionnaire. Juste un dernier mot pour terminer. J'aime bien terminer par une citation, une référence en dehors du monde de l'économie. Et j'aime bien aussi avoir une tonalité positive. Eh bien, je l'ai trouvé ici chez Wells dans La guerre des mondes, qui a inspiré Orwell et son 1984. Et que nous dit quel est le message de la guerre des mondes? Eh bien, que la pandémie, si elle peut être une catastrophe, elle peut aussi nous sauver. N'oublions pas que chez Wells, c'est la pandémie qui tue les Martiens qui ont envahi la planète. Je vous remercie pour votre attention et suis bien entendu très demandeur de poursuivre le débat. Merci beaucoup, Étienne. C'était excessivement intéressant, très complet. Et ce que j'ai trouvé assez bien, c'est que vous décrivez les choses de façon tout de même réaliste et pas trop pessimiste, parce que certains brossent des tableaux de fin du monde, et c'est tout de même assez agréable de voir que ça n'est tout de même pas la fin du monde. Alors, voilà, je vais reprendre donc quelques questions. Alors d'abord, les questions, j'ai envie de dire un peu macroéconomiques posées à l'économiste, par exemple, concernant la décision qui a été prise hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron, concernant ce nouveau plan de relance de 500 milliards supplémentaires. Qu'en pensez-vous? La décision, enfin l'annonce d'hier est doublement bénéfique. Je pense qu'il est bon d'avoir un surcroît de dynamisation de l'activité économique, de soutien de l'activité économique dans le contexte actuel. Je ne dis pas que tout doit faire farine au moulin, mais
Il faut, l'action européenne était moins affirmée que l'action américaine, donc c'est une bonne chose que nous ayons ce programme additionnel de soutien de l'activité. C'est une chose. Et la deuxième chose qui me réjouit et qui est encore plus importante, c'est la dimension de coopérative de la démarche. C'est le moteur franco-allemand. C'est ce tandem dont on sait que déjà dans les années 70 avec Giscard et Schmitt et puis après Mitterrand-Kohl, combien il a été fondamental dans la construction européenne que l'on voit à l'œuvre ici. On a cette dynamique et on a une dynamique qui est une dynamique de solidarité, de mutualisation. Et je pense que c'est mieux de cultiver le mot de mutualisation par rapport à solidarité. Solidarité, ça fait je donne et je ne sais pas très bien ce que je pourrais avoir en retour. Ici, mutualisation, c'est vraiment montrer que c'est un mécanisme assurantiel. Ce fait qu'aujourd'hui, c'est l'Italie ou c'est l'Espagne qui souffrent davantage et donc c'est eux qui vont en bénéficier plus. Mais après-demain, il pourrait y avoir une autre crise qui frapperait davantage un autre pays et ce serait cet autre pays qui, à son tour, serait le bénéficiaire net. Donc, c'est une mise en commun du risque. Ce n'est pas la faute d'un pays ou d'un autre s'il y a le coronavirus. Si demain, il y a une crise dans le secteur automobile indépendant des mérites de l'économie allemande, eh bien, il nous faudra aider l'économie allemande. Et si après-demain, il y a une autre crise, que sais-je, eh bien, ce sera un autre pays. Être ensemble face à ces aléas de la vie, c'est vraiment le sens même de l'action européenne. Donc, j'en suis extrêmement heureux. Il y a eu un effet positif sur les marchés boursiers aussi, mais ça, c'est anecdotique. Retenons, c'est bon pour l'économie et c'est excellent pour l'idéal européen. Parfait. Alors justement, concernant encore une question européenne, donc je rebondis donc un peu sur ce sujet. Quelqu'un qui pose une question par rapport à la Cour de Karlsruhe. Donc, est-ce que la plainte de la juridiction de Karlsruhe contre la Banque centrale a des chances, ou malchance, d'aboutir et de forcer la Banque centrale européenne à réduire ses plans de relance et d'aide aux États? Je ne pense pas, parce qu'il n'y aura, entre guillemets, personne pour juger que la réponse que donnera la Bundesbank sera insatisfaisante. Donc, nous le savons, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. Oui, il faut que la Banque centrale reconnaisse que sa politique de taux d'intérêt à zéro a des dommages collatéraux. C'est vraiment l'expression, les dommages collatéraux qu'il faut cultiver. Oui, le fait est que dans une circonstance telle que celle-ci, il nous faut mener une certaine politique et qu'il est des victimes, et notamment l'épargnant prudent qui se retrouve avec un taux d'intérêt zéro. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas... mais c'est le dommage lié à, c'est moins pire que, pour reprendre une expression à la Houellebecq de s'exprimer, c'est moins grave de faire ça que de ne rien faire. Et je pense qu'il sera facile pour la Bundesbank de dire, ben, écoutez, il y a du plus, il y a du moins dans ce que nous faisons, et le plus l'emporte sur le main, et c'est d'ailleurs pour ça que nous le faisons. Le monde serait tellement facile s'il n'y avait, quand on prend une décision, que des avantages et zéro inconvénient. Donc, de reconnaître qu'il y a des inconvénients n'est pas un problème et n'hypothèque pas la crédibilité de l'action de la Banque centrale. Et quand bien même l'Allemagne viendrait à décider que ce serait insatisfaisant, la pire des choses, c'est qu'elle ne serait plus éligible aux mesures, aux programmes pris par la Banque centrale européenne. Donc, en fait, la menace directe, c'est pour l'Allemagne de se tirer une balle dans le pied. Alors, bien sûr, si jamais on devait en arriver à ce niveau-là, on pourrait anticiper que ultérieurement, ça minerait à ce point le sentiment européen en Allemagne que ça pourrait un jour conduire, non pas à un Brexit, mais à un Germexit ou à un Deutsche Exit. Mais ça, c'est vraiment un scénario à très très long terme. Donc, je n'irai certainement pas aussi loin. Je pense qu'il y a du travail pour les juristes sur la question primauté de la norme européenne par rapport à la norme nationale, et que pour l'aspect plus économico-financier, la réponse, là, elle est facile. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, des dommages collatéraux, mais si on l'a fait, c'est pour de bonnes raisons et il y aura moyen de montrer pourquoi se financer à 0%, c'était nécessaire pour venir en sauvetage de l'économie. Ok, merci beaucoup Étienne. Encore une question par rapport à l'Europe, une question sur le système fiscal européen. Donc un de nos membres se demande s'il n'y a pas maintenant une opportunité de revoir le système fiscal européen
et arriver à réduire la pression fiscale. Et il fait allusion à la microtaxe sur les transactions financières. Est-ce que ce n'est pas constructif sur le long terme? Est-ce que tu peux nous en dire un petit Alors, c'est une question plus technique. La microtaxe, c'est en fait l'idée que certains promeuvent, à savoir on supprime tous les impôts et on va taxer toutes les transactions à concurrence. Le chiffre que j'ai entendu, c'est 0,5%. Chaque transaction serait taxée à 0,5%. À titre personnel, ayant participé récemment à un débat sur le sujet, je ne crois pas aux solutions miraculeuses qui serait une taxe qui serait parfaitement indolore et je ne crois pas implicitement à la bêtise humaine qui ferait qu'on n'y aurait jamais pensé. Je ne crois pas au grand complot qui fait que si on ne le fait pas alors que c'est si facile et si simple, c'est parce que quelques personnes en tirent les marrons du feu. Donc malheureusement, je ne crois pas à ces microtaxes, mais ça mériterait un débat à lui tout seul, ce thème-là. Le système fiscal européen pourrait évoluer. C'est vrai qu'il n'est pas normal que la sandwicherie au coin de la rue soit davantage taxée que la multinationale active au travers de plateformes digitales. Ce n'est pas du trotskisme ou du communisme de le dire, c'est simplement une égalité de traitement. En tant qu'économiste de marché, je trouve que toutes les entreprises doivent toutes être soumises a priori à une même pression fiscale et que celles qui peuvent plus facilement délocaliser sa base imposable vers des endroits moins taxés n'a pas à bénéficier ainsi d'un avantage. Il n'y a pas ce qu'on appelle dans notre jargon de level playing field, de terrain sur lequel on est traité à égalité. Pour moi, ce qui doit prévaloir, c'est que le meilleur gagne, c'est de la méritocratie, c'est pas celui qui a l'avantage de pouvoir délocaliser sa base imposable. Il y a de l'espace pour de type d'impôts européens, que ce soit sur les multinationales ou que ce soit sur notre pollution. Il y a des opportunités. Bien entendu, il faudrait que ce soit non pas pour alourdir la pression fiscale globale, mais pour venir en substitution de certains impôts, et notamment d'un impôt dont je continue de m'étonner qu'il existe encore en 2020, c'est l'impôt sur le travail. C'est assez étonnant que nous cherchions à promouvoir le travail et en même temps à le taxer. Donc, le fait des cotisations sociales continue de m'interpeller dans le monde ouvert aujourd'hui, où en fait nos cotisations sociales, c'est en fait une subvention aux importations, puisque si vous faites venir un vélo japonais, il y a relativement peu de cotisations sociales, chinois ou vietnamien ici, il est exonéré largement de cotisations sociales. Un vélo belge, lui en revanche, est bien lourd en cotisations sociales. C'est donc pas que le vélo chinois ou vietnamien est mauvais qu'il faut l'interdire, mais aujourd'hui, au travers du financement qui est le nôtre de nos services publics, nous subventionnons les importations, ce qui n'est évidemment pas ce que nous souhaitons, y compris en termes environnementaux d'ailleurs. Très bien. Justement, par rapport à l'environnement, il y a une question de Sophie, justement. Quel est l'impact de la chute brutale des prix du pétrole sur les investissements dans les énergies renouvelables et la transition écologique en général? C'est une question pour laquelle, extrêmement importante et pour laquelle on n'a pas encore de réponse. En fait, a priori, la baisse du prix du pétrole va être problématique pour le développement d'autres types d'énergie, notamment d'énergie renouvelable, puisque la rentabilité de ces autres énergies est affectée du fait de la baisse du prix du pétrole. Quand le prix du pétrole baisse, le pétrole devient une énergie plus compétitive. Et donc, la production d'énergie, que ce soit photovoltaïque, éolien, marémotrice, que sais-je, en souffre. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. D'un autre côté, le fait qu'il y ait une telle volatilité dans le prix du pétrole peut décourager certains investisseurs à investir dans, par exemple, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, les sables bitumineux, un certain type de production de pétrole dit non conventionnel, particulièrement polluant. Mais néanmoins, l'image globale, c'est que cette baisse du prix du pétrole est plutôt mauvais signe. Elle ne va pas non plus inciter le ménage à remplacer sa citerne à mazout par une pompe à chaleur. Donc, nous avons ici un effet négatif. Qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire à mes yeux? Eh bien, c'est une sorte d'effet cliquet. On a connu ça dans le passé. Quand le prix du pétrole baissait, eh bien, automatiquement, la fiscalité augmentait de telle sorte qu'à la pompe, on ne voyait pas vraiment la baisse du prix. Eh bien, nous aurions dû avoir collectivement ce réflexe-là de capter la diminution du prix du pétrole au travers d'une augmentation de la fiscalité chez nous,
pour que, d'un point de vue de notre incitation à rouler sans trop polluer et à mettre un pull plutôt qu'à augmenter le chauffage, eh bien, reste intact. Et avec les recettes ainsi générées, nous aurions pu diminuer d'autres impôts ou donner des allocations sociales ou que sais-je, ce qu'on aurait souhaité collectivement faire. Ce n'est pas à moi, en tant qu'économiste, de dire comment il faut dépenser cet argent. Mais voilà ce qu'il aurait été intelligent de faire, garder l'avantage en tant que pays importateur de faire venir de l'énergie bon marché, mais ne pas changer l'incitation des agents économiques, entreprises et ménages, en termes d'utilisation rationnelle de l'énergie et de passage aux énergies renouvelables. C'est un risque donc auquel nous sommes confrontés lié à cette baisse du prix du pétrole. Voilà, vous avez une belle recommandation à faire au gouvernement. Alors, maintenant, j'ai quelques questions par rapport, non plus à l'économiste en général, mais aux gestionnaires. Certains clients s'inquiètent un petit peu de leur portefeuille, ils se demandent ce qu'ils doivent faire. Alors, quel est le conseil majeur que vous donnez à vos clients? Doivent-ils faire le gros dos? Quelles actions acheter? Acheter des actions, acheter de l'immobilier? Voilà. Quels sont vos conseils généraux par rapport à cette situation? Le premier conseil, c'est que aussi grave que puisse paraître la chute, il ne faut pas changer son profil radicalement. Si pour vous, c'était une bonne idée d'être très investi en actions, aujourd'hui, ça reste une bonne idée d'être très investi en actions. Si pour vous, c'était approprié d'être très peu investi en actions, eh bien, aujourd'hui, ça reste approprié pour vous d'être très peu investi en actions. La première chose à faire, c'est vous demander qu'est-ce qui était bon pour moi le 1er janvier. Parce que la situation avec ce que nous avons vécu comme choc économique et comme ajustement des marchés financiers, on ne peut pas dire que les marchés aujourd'hui soient radicalement plus attractifs ou radicalement moins attractifs que le 1er janvier. Donc la donne n'a pas été spectaculairement modifiée. J'aurais parlé un petit peu autrement à la mi-mars, où nous avions eu une chute de la bourse extrêmement forte et où on était en fait bizarrement pas trop inquiet sur le plan économique. Depuis lors, comme je vous le montrais, on a revu à la baisse les attentes de bénéfices et les marchés ont remonté. Donc ça, et donc à la mi-mars, il aurait fallu acheter. Enfin, nous nous sommes permis de le faire. Mais ça, c'est trop facile de le dire. Et voilà. Mais donc, aujourd'hui, ne changeons pas radicalement. Et donc, j'en reviens à ma question, ou à votre question et à la réponse. Pardon. Que faire? Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez un certain horizon de temps devant vous, ce n'est pas en investissant en obligations que vous financerez votre maison de repos ou les donations que vous voudrez faire à vos enfants ou la fondation que vous aurez envie de mettre sur pied. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez un long horizon de temps devant vous, l'investissement significatif d'une part de votre patrimoine en actions reste conséquent. Est-ce qu'il faut choisir un secteur plutôt qu'un autre? La littérature académique invite à être extrêmement prudent en la matière. Ceux qui vous ont dit qu'il faut faire tel secteur ou tel autre, c'est la technologie, soyez extrêmement prudent. Donc, je n'en dirai pas plus sur le sujet. Il y a bien une méthode d'investissement qui, je l'ai évoqué rapidement, qui surperforme et qui est appelée à encore surperformer tellement c'est écrit sur les murs que c'est vers là que nous allons, c'est la prise en compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Et ça va continuer de surperformer parce que c'est vers là que nous allons avec un bon filtre. L'entreprise qui se soucie d'environnement, elle est en fait en avance sur son temps. L'entreprise qui se soucie de bonne gouvernance, elle est en avance sur son temps. Et donc, nous avons ici un filtre qui nous aide à choisir ceux qui seront les gagnants de demain et d'après-demain, ceux qui vont aussi, pour parler bêtement, plaire à nos enfants et nos petits-enfants en termes de comportement de consommation demain et après-demain. Donc, je dirais, n'ayez pas peur des actions si vous avez un horizon de temps devant vous et pensez à l'investissement responsable. Troisième élément, et puis passons peut-être à d'autres questions, mais ce sera l'aspect de diversification. Nous l'avons vu encore aujourd'hui, les marchés européens ont souffert nettement plus que les marchés américains. Beaucoup d'investisseurs qui continuent à gérer eux-mêmes leur portefeuille ont un portefeuille qui est investi de manière prépondérante en actions européennes. Ce n'a pas été judicieux. Il faut diversifier son portefeuille, que ce soit en termes de secteur ou en termes de géographie.
Et incidemment, c'est aussi vrai pour ceux qui aiment bien mettre une part importante de leur patrimoine en briques. Je n'ai évidemment rien contre la brique, mais l'investissement immobilier, c'est un type d'investissement, c'est une classe d'actifs et ça manque de diversification. Celui qui pensait avant-hier que les maisons de repos, c'était le meilleur investissement, eh bien, en voyant le cours de bourse d'Edifica, il aura eu quelques sueurs froides. Celui qui pensait qu'investir dans retail estate, parce que les commerces en bordure de ville, ça c'est quand même un business très très stable, eh bien, il aura vu que ben non, qu'il peut y avoir un accident ponctuel qui va affecter un secteur en particulier. Alors, ça peut être le secteur des croisières ou des compagnies aériennes, comme ça peut être le secteur des magasins ou le secteur des maisons de repos ou le secteur de que sais-je. Donc, la règle d'or de la diversification, gardons-la à l'esprit, je n'invente rien ici. Et donc, c'est vrai aussi en matière d'immobilier. L'immobilier qui normalement résiste mieux dans les creux, eh bien, les indices boursiers immobiliers européens ont davantage souffert que l'indice boursier européen en moyenne. Donc, ça montre qu'il y a encore et toujours à redire l'intérêt de cette diversification. Merci Étienne. Mais justement, par rapport à l'immobilier, bon, tu évoques un petit peu plus ce qui est SICAFI, avec celles qui sont investies dans des maisons de repos ou dans des malls, etc. Que penses-tu de l'investissement de l'immobilier résidentiel? Les gens qui ont un petit immeuble de rapport, qui ont quelques appartements, comment va se comporter l'immobilier résidentiel, d'après toi? L'immobilier résidentiel, il en est d'autres en Belgique qui connaissent ça mieux que moi. Et on a vu des gens notamment de chez ING. Je considère que c'est eux qui, dans le secteur bancaire, connaissent le mieux le marché immobilier, notamment Julien Manceau. Donc, on a là la chance d'avoir quelqu'un qui connaît bien le secteur et qui a un scénario prudent. C'est assez logique. On le voit, les banques vont devoir augmenter légèrement la marge qu'ils prennent sur les crédits hypothécaires. Premier élément. Et deuxième élément, il faudra tenir compte d'un certain appauvrissement des personnes en termes de revenus professionnels, éventuellement en termes de revenus, enfin de capital. Si votre patrimoine a fondu, l'aide que vous donnerez à vos enfants pour acquérir leur maison sera peut-être un petit peu revue à la baisse et donc les prix de l'immobilier pourraient avoir à en pâtir. Je ne m'attends évidemment pas à une chute des marchés de 10 ou 15 ou 20%. Je n'en suis pas du tout un connaisseur. Je serais très surpris que ce soit le cas, mais je pense que le placement immobilier résidentiel va avoir un prix qui va être de l'ordre de 0% pour les 1, 2, 3 ans qui viennent. Petit ainsi, ce que les études académiques montrent en la matière, c'est que les propriétaires ont tendance à sous-estimer les charges liées à la détention d'un patrimoine immobilier sous forme résidentielle et dès lors ont tendance à mal calculer le vrai taux de rendement généré par ce type de placement. Parce que vous ne vous souvenez plus vraiment de combien ça vous a remplacé coûté le remplacement des châssis, vous ne l'intégrez pas, oui, vous savez ce que le loyer vous rapporte par rapport au prix que vous aviez à payer pour acheter tel ou tel bien, mais prendre en compte le vide locatif, les grosses dépenses, la fiscalité, fait que vous arrivez souvent, je ne connais pas le chiffre, mais je suis sûr que plus de 90% des propriétaires immobiliers ne sont pas à même de calculer de manière correcte le vrai taux de rendement de leur placement immobilier. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait des mauvais placements. La plupart qui ont investi dans l'immobilier résidentiel il y a 25 ans ont fait d'excellentes affaires, mais sachons voir que très souvent, nous sommes conduits à une certaine illusion, c'est étudié en finance comportementale, et à croire que ce que l'on fait comme investissement, que ce soit en banque ou en immobilier, a été meilleur que ce qu'il n'a été. On a une certaine tendance à l'ego, à l'hubris, et qui nous amène à ne pas pouvoir voir les choses comme elles sont réellement. Très bien, c'est probablement aussi une bonne chose parce que parfois, sinon, c'est un peu la désillusion. Donc, messieurs, dames qui détenaient des immeubles de rapport, des appartements, n'hésitez pas à revoir vos chiffres. Alors, je voudrais maintenant peut-être terminer sur une question un petit peu plus philosophique, je dirais philosophique et sociétale. Donc, on se dit quand même qu'un jour, on va pouvoir revenir à une vie normale. Est-ce que ce sera fin de cette année, fin 2021, voire plus loin? Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, on va vraiment et durablement changer nos comportements sociétaux? Quel est ton avis sur la question? Alors, je pense qu'à la marge, il y aura des changements, mais pas significativement. Je pense que
Il y a un mouvement, par exemple, qui va amener un certain nombre de jeunes à ne plus organiser des enterrements de vie de jeunes filles ou de vie de jeunes gens dans des pays étrangers demandant des déplacements en avion de courte durée, ce genre d'éléments-là dans la durée. Mais je pense que ceux qui ont de la famille à l'étranger vont continuer à vouloir prendre l'avion pour revoir la famille, que ceux qui sont conduits à penser que le soleil c'est gai, qu'une plage c'est gai, ben, voudront prendre l'avion pour aller au soleil. Donc je pense que beaucoup de nos habitudes de tous les jours, on aura peut-être découvert les charmes des magasins de proximité, des magasins bio, des magasins en vrac, et c'est très bien. Et donc continuons dans cette voie-là. Mais je pense que penser à des changements radicaux, je suis curieux de voir, mais je pense que les restaurants en fin d'année seront de nouveau relativement pleins. Je pense que d'autres domaines seront plus lents et malheureusement dans le domaine de la culture, je serai plus précautionneux. Je pense que avant de voir des salles de concert et de spectacles bien remplies, il faudra vraisemblablement un petit peu plus de temps. Faudra-t-il avoir trouvé le vaccin? Faudra-t-il un autre élément déclencheur? Je ne sais pas. Mais donc là, il y a des effets sur 12, 18 mois. Mais penser que la vie sera totalement différente, je ne pense pas. Oui, peut-être plus de télétravail, un peu plus de place pour les cyclistes en ville. Mon épouse, elle avait toujours dit j'irai à vélo au boulot, mais maintenant qu'elle n'ose plus prendre les transports en commun, elle a pris le pas de prendre le vélo. Je vais voir si dans un an, elle continuera de prendre le vélo, mais il y a de bonnes chances. Donc, il y a des changements de ce type-là. Il faut accompagner parce que c'est la poule et l'œuf. Elle prendra d'autant plus facilement son vélo qu'il y aura des aménagements pour cyclistes du côté de la rue de la Loi. Et donc, il faut voir si nous allons évoluer dans un sens qui est porteur de ces changements. Je pense que des changements, oui, mais une société radicalement différente, non. Je pense que derrière cela, l'esprit humain restera ce qu'il est avec le plus et le moins qu'on a vu. On a vu de très belles choses durant cette crise du coronavirus, de la solidarité, des voisins qui font des courses, des gens qui applaudissent à la fenêtre. On en a vu des très vilaines, hein, ces constitutions de stock de papier WC. J'ai utilisé le mot affligeant tout à l'heure, c'était du même ordre d'idées. Donc, nous avons vu l'âme humaine sous ses beaux et mauvais jours. Je crois qu'il faudra que collectivement, nous nous disciplinions à aller dans le bon sens. On sait qu'on utilise trop l'avion, qu'on utilise trop notre voiture, qu'il y a trop de déplacements, que peut-être aller passer une soirée chez des amis à Namur quand on vient de Bruxelles ou à Liège quand on vient de Charleroi, c'est peut-être pas raisonnable, ce type de changement-là au jour le jour. Mais je ne crois pas que ce sera la crise du coronavirus qui changera, ce sera davantage une prise de conscience et des outils public. Si demain l'essence nous coûte beaucoup plus cher, si le billet d'avion nous coûte beaucoup plus cher, ça nous aidera à aller dans le sens de cette transition qui est nécessaire. Moi, je ne veux pas participer du catastrophisme environnemental, mais ce qui nous attend, c'est la philosophe Cynthia Fleury a parlé de répétition générale et Charles Delay a repris cette expression dans la Libre il y a quelques jours. Ce que nous vivons ici, considérons-le comme une petite répétition générale avant le défi environnemental qui va amener du plus et du moins, des déperditions de confort, mais aussi des choses sympas. Ce qui est durable, je l'espère, c'est que le potager que mon épouse et moi avons fait dans le jardin soit durable. Voilà peut-être une manière de conclure. Magnifique. Oui, donc nous devons vraiment espérer surtout que les autorités gardent en tête cette urgence environnementale parce qu'on a un petit peu l'impression qu'elle a été mise sur le côté et certains craignent un peu que le Covid passe avant tout et qu'on oublie les questions environnementales et surtout les budgets qu'on va y allouer. Donc nous devons continuer nos actions dans ce sens. Eh bien, Étienne, félicitations parce que je reçois énormément de messages de remerciements et de félicitations. Donc, la conférence était passionnante et que vraiment les gens quittaient parfois la conférence avec regret. Ils ont tous beaucoup, beaucoup apprécié. Merci beaucoup. C'était extrêmement instructif, extrêmement clair et structuré. On voit que tu es un très bon professeur d'université en plus. Bonne continuation. Merci pour tous les bons conseils. Merci à Sophie qui t'a présenté. Et voilà, bonne journée à tous. Et on se revoit la semaine prochaine puisque nous recevrons Michel Ibolman, qui est un grand immunologue et qui va nous parler du Covid-19
et quid des vaccins et traitements à venir. Donc voilà, bravo Étienne, on était plus de 90 participants, c'est donc un beau succès. Un grand merci, très bonne journée. Merci Valérie. Et à très bientôt. Au revoir. Oui, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir à toutes. Vous envoyez les Au revoir à tous. slides. Donc, tout le monde peut voir les slides. Oui, au Nous avons revoir. Merci. enregistré la conférence que l'on va pouvoir diffuser pour ceux qui souhaitent la réécouter ou pour ceux qui n'auraient pas pu y assister. Voilà. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.